Après plusieurs jours de souffrance, les amis, le Real Madrid peut enfin respirer un peu, très un peu. Parce qu'il faut poser les bases tout de suite. On ne va pas s'enflammer. Jamais. Pas cette saison. Pas après ce qu'on a vécu. Oui, il y a une victoire, et une victoire, ça fait toujours du bien. Mais enfin, c'était le Vente 19 du championnat promu, une équipe qui lutte pour survivre. Donc oui, on est content, mais on garde la tête froide. Parce que si tu regardes le match avec honnêteté, sans les lunettes de supporter euphorique, tu vois vite une chose. Ce Real Madrid-là reste fragile. Et moi, personnellement, je ne me fais plus avoir. Depuis le début de la saison, c'est toujours le même cycle. Hein. Un match correct, une mini-euphorie, puis la claque derrière. Donc cette fois, stop. On analyse calmement, sérieusement. Ce match était attendu, très attendu. Déjà parce qu'il arrivait après l'élimination humiliante en coupe face à une équipe de division inférieure. Ensuite parce que c'était le premier match de l'équipe première avec Arbeloa sur le banc. Et enfin parce que le public, lui, avait des comptes à régler. Et le message est passé très clairement. Dès la première minute, le Santiago Bernabéu siffle, pas timidement, pas symboliquement. Non, des sifflets francs, appuyés, et pas pour n'importe qui. Vinicius, Jude Bellingham. Pourquoi eux? Parce que ce sont les anciens bons élèves, ceux à qui on a tout pardonné. Et qui aujourd'hui ne rendent plus ce qu'ils doivent rendre. Quand tu es censé être le moteur de l'équipe et que tu joues comme un passager, le Bernabéu ne pardonne pas. Mouchoir blanc brandi, mécontentement assumé. Et honnêtement, c'était nécessaire. Même Florentino Pérez n'a pas été épargné. Une pancarte, claire, directe, un message que beaucoup pensent tout bas depuis des mois. Parce que à force de toujours protéger les joueurs, à force de toujours dire c'est collectif, c'est tactique, c'est la faute du système, on finit par ne plus responsabiliser personne. Le public, lui, a fait son travail. Sur le terrain, Arbeloa a tenté quelque chose de discutable. Une attaque avec Mbappé en neuf, Vinicius à gauche et Gonzalo Garcia aligné à droite. Dès la compo perso, j'ai tiqué. Gonzalo Garcia, ailier droit. Sérieusement, ce joueur-là n'est pas un ailier. Il n'a ni le profil, ni les automatismes, ni les qualités naturelles pour ça. Et on l'a déjà essayé plusieurs fois sous d'autres entraîneurs. Sans succès, alors pourquoi recommencer? Pendant l'échauffement, grosse frayeur. Kylian Mbappé reste au sol après un contact. 6 médecins autour de lui en une seconde. Parce que tout le monde le sait, ce Real Madrid dépend énormément de lui. Sans Mbappé, cette équipe devient dangereusement banale. Heureusement, plus de peur que de mal, il joue. Et il sera décisif. Mais en première mi-temps, même lui étant dedans, et le constat est brutal. Attaque statique, peu de mouvement, aucune créativité réelle. Mbappé décroche, tente, provoque. Les deux autres, fantômes. Et pourtant, le Real a le ballon. La possession est là. Mais c'est une possession stérile, sans tranchant. Le Vente joue bas à 5 derrière. Bloc compact. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'après 20-25 minutes, il sort trop facilement du pressing madrilène. Résultat, il frappe plus que le Real en première période. Sans être dangereux, certes, mais le signal est là. Le contrôle du match est illusoire. Au milieu, c'est compliqué, très compliqué. Eduardo Camavinga rate tout ce qu'il entreprend. Contrôle approximatif, perte de balle évitable, fautes inutiles devant la surface. Bellingham, en difficulté aussi. Moins impliqué, moins juste, moins inspiré. À la pause, 0-0. Un score logique, un public agacé et un Real Madrid qui ne rassure toujours pas. Mais dans la suite, tout va basculer avec des choix, des ajustements. Et un joueur qui va changer le tempo. Maintenant, on va voir pourquoi la deuxième mi-temps raconte une toute autre histoire. La deuxième mi-temps commence et très vite, les signaux sont clairs. Arbeloa a compris. Ou du moins, il a corrigé. Deux sorties logiques, Camavinga et Gonzalo Garcia. Pas pour les punir publiquement, mais parce que le match appelait autre chose. Et cette autre chose, c'est Arda Güler. Son entrée change tout, le rythme. Les angles de passe, la lecture du jeu. On peut dire ce qu'on veut sur Arda Güler et j'ai été parmi les premiers à être critique ces derniers temps, mais dans ce type de match face à un bloc bas, il est exactement ce qu'il faut. Pourquoi? Parce qu'il joue entre les lignes, parce qu'il demande le ballon dos au jeu,
parce qu'il sait ralentir puis accélérer. Et surtout parce qu'il libère enfin Mbappé sur le penalty, tout par-delà. Une passe verticale, un appel intelligent. Mbappé attaqué dans la surface, faute, penalty. Mbappé ne tremble pas, finition propre, sereine, 1-0. Ce but-là, ce n'est pas juste un avantage au score. C'est un soulagement mental. Le stade respire, les joueurs aussi, et derrière, le Real Madrid joue plus juste, plus simple, plus cohérent. Le deuxième but est tout aussi révélateur. Corner frappé par Arda Güler. Timing parfait. Tête autoritaire de Raúl Asensio. Défenseur impeccable toute la soirée. Propre dans les duels. Calme à la relance et décisif offensivement. À ce moment-là, le match est plié. Mais ce qui est intéressant, c'est pas le score. C'est ce qui a permis au Real Madrid de reprendre le contrôle. Et là, il faut parler de Jude Bellingham. Sans détour. En première mi-temps, il était encore dans ce rôle hybride, flou, mal défini. Toujours entre deux positions, toujours à marcher sur les pieds des autres. En deuxième période, il accepte de reculer, il accepte de jouer plus bas, de laisser Arda Güler organiser. Et comme par hasard, le jeu devient plus fluide. Bellingham reste un guerrier, un joueur d'effort, un joueur de volume, mais ce n'est pas un créateur pur. Et tant qu'on lui demandera d'être ce qu'il n'est pas, on bridera ceux qui savent réellement créer. C'est là que le débat devient important. Parce que ce match remet une question centrale sur la table. Qui doit porter la créativité au Real Madrid? Aujourd'hui, la réponse est claire. Quand Arda Güler est libre, quand il a des options devant lui, le Real Madrid joue mieux. L'entrée de Franco Mastantuono apporte aussi quelque chose. Pas un match de référence, pas encore, mais de l'énergie, des courses, des efforts défensifs. Il touche la barre, il se rend disponible. Et surtout, il apporte plus que Gonzalo Garcia à droite. Défensivement, le Real Madrid a été sérieux, pas flamboyant, mais concentré. Federico Valverde au poste de latéral droit a été solide, présent dans les duels, propre dans ses transmissions, toujours juste dans le tempo. À gauche, Carreras fait le travail, sans bruit, sans erreur majeure. Et derrière, le ventre n'a jamais réellement inquiété Thibaut Courtois. Quelques situations mal exploitées, mais rien de vraiment dangereux. Le Real Madrid gagne donc 2-0, logiquement, mais sans convaincre totalement. Et c'est là qu'il faut être honnête. Ce match ne règle pas les problèmes de fond. Il les masque, il les atténue, mais il ne les efface pas. Parce que cette équipe reste dépendante de Mbappé, dépendante d'un créateur unique, dépendante d'un équilibre encore fragile. Dans la suite, on va voir les erreurs de lecture que font beaucoup de supporters et de médias après ce genre de match. Et surtout, comment lire ce Real Madrid sans tomber dans le piège de l'illusion. Maintenant, on va rentrer dans ce que beaucoup ratent après ce genre de match. Parce qu'une victoire 2-0, surtout après une période compliquée, fausse souvent la lecture. Et c'est exactement là que commencent les erreurs. Première erreur classique. Le Real Madrid est relancé. Non, pas encore. Le Real Madrid a soufflé, pas redémarré. C'est comme une équipe qui sort la tête de l'eau après avoir manqué d'air. Elle respire, mais elle n'a pas encore repris le contrôle du match. Pourquoi? Parce que le mécanisme reste fragile. Tactiquement, ce match nous montre une chose très claire. Sans un joueur entre les lignes, le Real Madrid est inoffensif face à un bloc bas. En première mi-temps, il n'y avait aucun liant. Les milieux recevaient d'où? Au jeu. Les ailiers étaient collés à la ligne. Mbappé décroche, mais personne n'attaque l'espace derrière. Résultat, circulation lente, peu de déséquilibre et des centres sans danger. En deuxième mi-temps, avec Arda Güler plus haut, tout change. Pourquoi? Parce que il attire un défenseur. Parce qu'il oblige le ventre à sortir. Et dès qu'un défenseur sort, l'espace apparaît. C'est là que Mbappé devient dangereux. Et ça, c'est fondamental. Mais Mbappé n'est pas seulement un finisseur, c'est un joueur qui a besoin de mouvement autour de lui. Quand il est seul, dos au but, il souffre. Quand il a un relais technique, il fait la différence. Deuxième erreur fréquente, Bellingham a fait un mauvais match. C'est plus subtil que ça. Bellingham a fait un match mal utilisé. On lui demande trop souvent d'être créateur, box to box, finisseur, leader technique. C'est trop. Quand il redescend d'un cran, quand il accepte de jouer simple, il devient
utile. Quand il veut tout faire, il déséquilibre tout le monde. Ce match montre que le Real Madrid doit choisir. Soit Bellingham est un milieu de projection, soit il est un organisateur bas, mais il ne peut pas être le numéro 10 créatif. Troisième erreur, Arda Güler a réglé tous les problèmes. Attention, il a réglé un problème précis, celui des matchs à faible intensité. Face à un bloc bas, face à une équipe qui ne presse pas fort, mais dans les matchs à haute intensité, face à des équipes qui pressent, qui cognent, qui étouffent le milieu, Arda Güler disparaît encore trop souvent. C'est là que le Real Madrid doit être intelligent. Utiliser Arda Güler comme un outil tactique, pas comme une solution universelle. Maintenant, parlons lecture du match, version supporter averti. Quand tu regardes le Real Madrid jouer, observe la hauteur du bloc. La position de Mbappé, le nombre de joueurs entre les lignes. Si Mbappé touche le ballon dos au jeu à 40 mètres, c'est mauvais signe. Si Arda Güler touche le ballon face au jeu, c'est bon signe. Si Bellingham est plus bas que les attaquants, le Real est équilibré. Autre indicateur clé, les premières 15 minutes. Si le Real presse haut sans se faire transpercer, le match est sous contrôle. Si l'adversaire sort facilement, le Real va souffrir. Côté synergie, il y a quand même du positif. La connexion Arda Güler-Mbappé existe. On l'a déjà vu. Elle est naturelle. Elle est instinctive. La solidité défensive autour d'Asensio est rassurante. Valverde latéral, ce n'est pas spectaculaire, mais c'est fiable. Mais il reste une vérité qu'il faut accepter. Ce Real Madrid n'est pas encore une équipe dominante. Il est en construction. Il tâtonne. Il cherche son identité. Et tant que certains rôles ne seront pas clairement définis, les mêmes problèmes reviendront. Avant de conclure, un avertissement important. Le football n'est jamais une science exacte. Un bon match ne fait pas une saison. Un mauvais match ne définit pas un joueur. Respect du fair play, respect des joueurs. Et surtout, analyse avant réaction. Si ce décryptage t'aide à mieux lire les matchs du Real Madrid, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à donner ton avis en commentaire. Dans la prochaine analyse, on parlera de ce que ce Real Madrid doit absolument corriger avant les gros matchs. Sinon, la sanction sera inévitable. À très vite. Avant de refermer complètement ce match, il y a quelques questions qui reviennent tout le temps et elles sont légitimes. Autant y répondre clairement sans langue de bois. Pourquoi ce Real Madrid est-il aussi irrégulier? Parce qu'il est en transition d'identité. On a quitté une équipe basée sur l'expérience, la maîtrise et la gestion des temps faibles pour une équipe plus jeune, plus explosive, mais moins structurée. Et tant que les rôles ne sont pas figés, l'irrégularité est inévitable. Pourquoi Mbappé semble indispensable? Parce qu'il est le seul joueur capable de créer quelque chose sans structure parfaite autour de lui. Même quand le collectif est bancal, lui peut provoquer, accélérer, forcer une décision. Mais attention, dépendre d'un seul joueur n'est jamais sain à long terme. Pourquoi Arda Güler brille par moments puis disparaît? Parce que son football a besoin de temps et d'espace. Quand le rythme est bas, il contrôle. Quand l'intensité monte, il subit encore. Ce n'est pas un défaut définitif, c'est un stade de développement. Pourquoi Jude Bellingham est autant critiqué? Parce que ses standards sont très hauts. Et parce qu'on lui demande trop de choses à la fois. Il reste précieux mais mal utilisé, il devient frustrant à regarder. Maintenant, si tu veux vraiment suivre ce Real Madrid sans tomber dans le piège des émotions, voilà un petit plan supporter averti, simple et efficace. Cette semaine, fais ça. Regarde les 20 premières minutes des matchs, pas seulement les résumés. Observe la position moyenne de Bellingham. Regarde où Mbappé reçoit le ballon. Note si Arda Güler joue face ou dos au jeu. Regarde si les ailiers permutent ou restent figés. Pendant le match, pose-toi toujours la même question. Est-ce que le Real crée des déséquilibres ou seulement de la possession? Si c'est de la possession stérile, ne t'emballe pas, même à 1-0. Si tu vois des appels croisés, des milieux qui se projettent, des passes entre les lignes, là oui, tu peux commencer à y croire, mais jamais aveuglément. Parce que le football, surtout au Real Madrid, c'est une question d'exigence, pas de complaisance, pas de mémoire courte. Gagner contre le 19, c'est normal. Convaincre sur la durée, c'est autre chose. Alors savourons la victoire.
Mais restons lucides. Si tu veux qu'on continue à décortiquer ce Real Madrid sans filtre, si tu veux des analyses honnêtes, argumentées, sans hype inutile, abonne-toi, lâche un like et surtout dis-moi en commentaire pour toi qui doit être le véritable cerveau de ce Real Madrid aujourd'hui. On se retrouve très vite pour la suite.